Tu es lourde, tu es laide, tu es un monstre. Pearl se tenait là, figée comme une statue. Sa mère s'est approchée. Ses talons aiguilles claquaient sur le parquet. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours avant une exécution. Personne ne veut de toi. Alors tu vas épouser l'homme qui ne peut plus marcher. Son père était assis, recroquevillé dans un coin. Son visage était enfoui dans ses mains. Ses doigts se serraient dans un silence impuissant. Sa sœur se tenait près de la fenêtre. La lumière du soleil brillait sur ses cheveux dorés. Ses lèvres arboraient le sourire triomphant de quelqu'un qui venait d'échapper à une condamnation à mort. Et Pearl, âgée de 27 ans, réalisa que son destin venait d'être scellé. Elle allait devenir la femme de Jericho Crane. Ce nom faisait trembler toute Las Vegas. C'était le chef de la mafia le plus puissant de la ville du péché. Un homme qui dirigeait autrefois un empire depuis l'ombre. Un homme cloué à un fauteuil roulant depuis 14 mois. Depuis que ses ennemis avaient placé une bombe sous sa voiture. Le même homme à qui sa sœur avait été fiancée. Puis qu'elle avait abandonné sans un regard en arrière, dès qu'il ne pouvait plus se tenir sur ses deux jambes. Maintenant, Pearl était devenue la remplaçante. Une fille rejetée, échangée contre une alliance puissante. Mais il y avait quelque chose que sa famille ignorait. Pearl possédait une capacité que personne ne croyait. Elle pouvait voir les couleurs des sons. Chaque mot, chaque souffle, chaque battement de cœur apparaissait devant ses yeux. C'étaient des traînées de couleurs vives. Les mensonges étaient noirs comme du goudron. La vérité scintillait d'un bleu de jade. La haine brûlait d'un cramoisi de sang séché. Et la voix de sa mère, en ce moment même, était d'une noirceur abyssale. Comme un puits sans fond, le vide d'une nuit sans lune et sans étoiles. Pearl avait vu ce noir pendant 27 ans. Elle pensait que c'était la seule couleur que le monde lui réservait. Jusqu'à ce qu'elle le rencontre. L'homme que le monde entier avait abandonné. L'homme assis seul dans une pièce sombre, refusant de faire face à quiconque. Sa voix était complètement différente, et ce que Pearl y a vu allait changer leurs deux vies pour toujours. Commentez et protégez Pearl si vous êtes déjà de son côté. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ce n'est que le début d'une folle aventure. 3 jours plus tard, Pearl se tenait devant les immenses portes en chaîne. Elle s'ouvrait sur le penthouse du Crane Casino. La robe de mariée blanche que sa mère avait choisie moulait étroitement sa silhouette généreuse. Les coutures à la taille la serraient chaque fois qu'elle prenait une profonde inspiration. Constance avait délibérément choisi une taille de 2 pointures trop petite, comme un dernier rappel que Pearl ne méritait rien dans cette vie qui lui aille vraiment. Knox Mercer, le chef de la sécurité de la famille Crane, poussa les portes. Il lui fit signe d'entrer. Son visage était sans expression. Mais Pearl remarqua que sa voix sèche portait une couleur gris pâle, une couleur neutre, ni cruelle ni gentille. La pièce était plongée dans l'obscurité. Des rideaux de velours noir étaient tirés. Ils bloquaient la lumière crue du soleil de Las Vegas. Seules quelques lampes faibles diffusaient une lueur jaune trouble, comme des bougies à moitié consumées. L'air était assez froid pour donner la chair de poule à Pearl. Une légère odeur de vieux bois et de whisky flottait dans la pièce. Et au centre de tout cela, dos à la porte, un fauteuil roulant noir mat se tenait immobile, comme une statue. L'homme assis dedans ne prit pas de la peine de se retourner. Eleanor Crane se tenait à côté de son fils. Ses cheveux platines étaient coupés en un carré strict. Ses yeux gris acier balayaient Pearl de la tête aux pieds. Elle ne dit rien. Mais ce seul regard suffit à Pearl pour comprendre. Elle était mesurée et pesée comme une marchandise sur une étagère. Jericho ne se retournait toujours pas. Il parlait avec un homme en costume gris, probablement un avocat. Sa voix était basse et sourde dans la pièce silencieuse. Sait-elle signer son nom? Ou dois-je préparer un tampon? Et Pearl entendit la couleur, un gris boueux. Pas le noir de la cruauté, ni le rouge de la rage, mais un gris boueux comme un brouillard dense, comme la fumée de cigarettes se dissolvant dans l'air, comme une âme sombrant lentement dans le néant, sans plus aucune force pour lutter. Pearl regarda cette traînée de couleurs flotter dans l'air, et soudain, elle comprit. Cet homme n'était pas en colère. Il était en train de mourir de l'intérieur. Avant de pouvoir se retenir, Pearl parla. « Votre voix est d'un gris boueux, comme quelqu'un qui s'est enfermé dans une pièce sans fenêtre. » La pièce se figea. L'avocat arrêta de tourner les pages. Eleanor fronça les sourcils. Derrière elle, Knox retint discrètement son souffle.
Et Jericho Crane, pour la première fois en 14 mois, s'arrêta à cause des mots de quelqu'un d'autre. Le fauteuil roulant se tourna lentement. Pearl vit son visage pour la première fois. Des traits vifs, sévères. Des pommettes hautes, creusées par la perte de poids. Des yeux gris orageux, fixés sur elle sans ciller. Une légère cicatrice courait de sa tempe à sa joue gauche, comme une fissure sur une statue de pierre. Il devait être très beau autrefois, pensa Pearl, le genre de beauté dangereuse qui donnait envie de s'approcher et de fuir en même temps. Mais maintenant, cette beauté avait été usée par la douleur. Elle était devenue quelque chose de plus abîmé. « Qui êtes-vous » demanda Jericho, la voix basse et lente. Pearl répondit sans baisser le regard. « La femme que vous allez épouser, même si vous ne le voulez pas. » Silence. Eleanor était sur le point de parler, mais Jericho leva une main pour l'arrêter. Il regarda Pearl pendant quelques secondes de plus. Ses yeux gris foncés s'intensifièrent, comme s'il essayait de lire quelque chose sur son visage. Puis il tourna son fauteuil roulant vers la table. Sa voix était froide comme la glace. « Commencez. Je n'ai pas toute la journée. » La cérémonie fut terminée en moins de 10 minutes. Pas de musique, pas de fleurs, pas d'alliance, car Eleanor avait dit qu'elle serait préparée plus tard. Mais Pearl savait qu'elle n'avait aucune intention de préparer quoi que ce soit. L'avocat lut des documents juridiques arides. Pearl signa son nom. Jericho signa le sien sans même regarder le papier. Et ce fut tout. Pearl Whitmore devint Pearl Crane, dans une pièce sombre, devant des gens qui ne voulaient pas d'elle. Jericho tourna son fauteuil roulant et partit dès qu'il eut signé, sans un mot de plus, sans un regard en arrière. Eleanor suivit son fils, laissant Pearl seule au milieu de la pièce. L'avocat rassemblait ses papiers et Knox attendait à la porte. Pearl regarda l'ombre de Jericho disparaître derrière la porte, et qu'elle vit cette traînée gris boueux le suivre, comme la queue mourante d'une étoile filante. Cette nuit-là, Pearl fut emmenée au domaine des Crane. Le manoir moderne se dressait sur une colline surplombant Las Vegas. Tout en verre et en acier, il brillait comme une forteresse dans le désert. La sécurité était encore plus stricte qu'au casino. Des caméras à chaque coin, des gardes patrouillant toute la nuit. Pearl fut conduite à la chambre principale, une pièce aussi grande que tout l'étage du grenier où elle avait vécu autrefois. Un lit king-size drapé de drapes de soie blanche, un lustre en cristal, un dressing plus grand que son ancienne chambre. Et il faisait froid, un froid qui lui glaçait les os, même si le chauffage était allumé. Jericho n'apparut jamais. Nina Santos, la gouvernante du domaine, une petite femme philippine aux yeux chaleureux, fut la seule personne à parler à Pearl ce soir-là. Elle expliqua doucement que le maître n'avait pas quitté sa chambre privée depuis l'accident, que Pearl ne devait pas se sentir blessée, que tout irait mieux. La voix de Nina était d'un bleu pâle et doux, la couleur de la sincérité, sans aucune once d'égoïsme. Pearl la remercia et dit qu'elle n'était pas blessée. C'était de la vérité. Elle avait pris l'habitude d'être abandonnée il y a bien longtemps. À minuit, Pearl ne parvenait pas à dormir. La chambre était trop grande, trop silencieuse, trop inconnue. Elle sortit du lit, enfila la fine robe de chambre que Nina lui avait laissée et se mit à errer dans le domaine. Les couloirs s'étendaient à l'infini. Ils étaient bordés de peintures coûteuses et de sculptures froides. Pearl passa devant le salon, la salle à manger, la bibliothèque. Tout était sombre et vide, comme un musée après la fermeture. Puis elle atteignit le bout du couloir est, une vieille porte en bois, plus ancienne que les autres. La peinture était légèrement écaillée au coin. La serrure en laiton était rouillée, la seule porte qui semblait ne pas avoir été ouverte depuis très longtemps. Pearl colla son oreille contre elle, et elle l'entendit. Très faiblement, quelque chose venait de l'intérieur, comme le vent, comme un soupir, comme le son d'une pièce qui attend que quelqu'un revienne. La nuit suivante, Pearl revint avec une épingle à cheveux. Elle avait appris à crocheter des serrures grâce à des vidéos en ligne. Pendant ces années passées enfermées dans la chambre du grenier, quand Constance fermait la porte à clé pour qu'elle ne dérange pas les fêtes de Jasmine. La vieille serrure céda après quelques minutes. La porte grinça en s'ouvrant, comme le temps lui-même qui gémit. Pearl entra. La pièce était ensevelie dans l'obscurité et la poussière. Le clair de lune filtrait à travers une fenêtre couverte de voilage. Il tombait sur la forme massive au milieu de la pièce. Pearl s'approcha et retira la housse de protection.
Un piano à queue Steinway noir apparut. Une épaisse couche de poussière recouvrait le couvercle, mais le corps de l'instrument était encore intact. Toujours aussi beau, comme une belle au bois dormant attendant d'être réveillée. Pearl toucha les touches. Ses doigts tremblèrent lorsque la touche blanche et glacée rencontra sa peau. Elle appuya. Une seule note résonna dans la pièce silencieuse, et dans les yeux de Pearl, la couleur explosa. De l'or, brillant, chaud comme la première lueur d'un matin d'été. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Pearl vit cette couleur. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle joua. Ses doigts trouvèrent une touche d'eux-mêmes. La musique jaillit comme une rivière brisant un barrage. Pearl joua et joua, oubliant le temps, oubliant la pièce inconnue, oubliant le mariage forcé, oubliant tout. Sauf la musique et la lumière dorée qui inondaient la pièce. Elle ne savait pas que le système de caméra du domaine enregistrait tout. Elle ne savait pas que dans une pièce de l'aile ouest de la maison, Jericho Crane était assis devant l'écran de surveillance. Il la regardait jouer. Son visage, figé depuis 14 mois, changea soudainement. Pas beaucoup, juste un peu. Comme une minuscule fissure apparaissant sur un mur gelé depuis trop longtemps, Knox entra dans la pièce, regarda l'écran, puis Jericho. « Voulez-vous que je l'arrête? » Le silence s'étira. Puis Jericho répondit, sa voix plus basse que d'habitude. « Non, laissez-la jouer. » Knox regarda son employeur, incapable de cacher sa surprise. Depuis 14 mois, Jericho ne s'était soucié de rien. Ni des affaires, ni de la famille, ni de la vie ou de la mort. Il s'était seulement assis dans le noir et avait attendu que le temps passasse. Mais ce soir, pour la première fois, quelque chose l'avait fait s'arrêter. Quelque chose l'avait fait écouter. Jericho regarda l'écran, cette femme étrangère jouant du piano dans cette pièce poussiéreuse. Et il ne comprenait pas pourquoi le son de sa musique rendait l'obscurité dans sa poitrine un peu moins lourde. À partir de cette nuit-là, Jericho commença à regarder les caméras. Chaque fois que Pearl jouait, il ne le disait à personne. Il ne comprenait pas pourquoi. Il savait seulement que sa musique était la seule chose qui rendait les longues nuits un peu moins sombres. Et c'était quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis 14 mois. Le 5e jour après le mariage, Pearl fut convoquée par Eleanor Crane. Nina Santos vint dans sa chambre ce matin-là. Le visage de la gouvernante portait une trace d'inquiétude. Elle dit que madame souhaitait la voir dans le bureau. Pearl hocha la tête sans demander pourquoi, sans montrer aucune peur. Elle avait passé 27 ans sous le toit de Constance Whitmore. Elle était habituée à être convoquée pour entendre des insultes ou des ordres froids. Eleanor Crane était peut-être plus puissante, plus dangereuse. Mais en substance, elle n'était pas si différente. Le bureau d'Eleanor se trouvait au 2e étage, au bout du couloir ouest. C'était une pièce sombre, remplie de meubles en bois lourd et précieux. Des rideaux de velours rouge foncé tamisaient la lumière. L'odeur de parfum cher se mêlait à l'odeur du cuir des vieux fauteuils. Eleanor était assise derrière un bureau en chêne noir, le dos parfaitement droit. Ses yeux gris acier étaient fixés sur Pearl alors qu'elle entrait. Elle n'invita pas Pearl à s'asseoir. Pearl ne le demanda pas. Elle se tint devant le bureau, les bras ballants le long du corps, attendant. Eleanor resta silencieuse un moment, ses doigts tapotant légèrement sur le bureau. Puis elle ouvrit un tiroir et posa une arme mortelle sur le bureau. Elle ne la pointa pas sur Pearl. Elle la posa simplement là, le canon était incliné sur le côté. Le métal noir brillant était froid sous la lumière de la lampe. Pearl regarda l'arme. Elle ne recula pas, ne retint pas son souffle de peur, ne trembla pas. Elle l'observa seulement comme si c'était un objet décoratif ordinaire sur le bureau. Eleanor observa la réaction de Pearl, un coin de sa bouche se soulevant. C'est ainsi que nous rappelons aux gens le pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous avez seulement besoin de comprendre. Pearl hocha la tête. Je comprends. Aux yeux de Pearl, la voix d'Eleanor était de la couleur de l'acier gris. Pas d'un noir de geste comme celle de Constance, pas d'un rouge contusionné comme la haine, mais d'un gris acier, froid, calculateur, sans émotion. C'était de la couleur de quelqu'un qui voyait les êtres humains comme des pièces sur un échiquier, ne les haïssant ni ne les aimant, seulement les utilisant et les jetant quand c'était nécessaire. Eleanor alla droit au but. Vous êtes ici pour une seule raison, donner un enfant à la famille Crane. Pearl ne fut pas surprise. Elle l'avait deviné dès le premier jour. Jericho était le seul héritier de la famille Crane.
Après l'accident, son avenir était devenu incertain. Eleanor avait besoin d'un petit enfant pour s'assurer que la lignée Crane continue, pour préserver l'empire qu'elle avait passé toute sa vie à construire. Je vous donne 6 mois, dit Eleanor. Sa voix était comme si elle lisait un contrat commercial. 6 mois pour tomber enceinte. Après cela, vous serez bien traité. Vous vivrez dans le luxe. Vous profiterez de tout ce que l'argent peut acheter. Elle fit une pause, ses yeux gris regardant droit dans ceux de Pearl. Mais s'il n'y a aucun résultat après 6 mois, la famille Whitmore aura des problèmes. De très gros problèmes. Pearl comprit exactement ce qu'elle voulait dire. Son père, faible et impuissant, était pourtant la seule personne qui l'ait jamais vraiment aimé. Eleanor utilisait Gerald comme otage pour la forcer à se soumettre. C'était une tactique familière chez des gens puissants. Et Pearl l'avait vu bien trop de fois dans sa vie. Eleanor se pencha en arrière dans son fauteuil, attendant la reddition. Elle avait vu cette réaction des centaines de fois chez des gens bien plus forts que Pearl. Personne ne refusait la famille Crane. Personne n'osait. Mais Pearl ne baissa pas la tête. Elle regarda droit dans les yeux d'Eleanor et parla d'une voix calme, comme s'il discutait de la météo. Je ne peux pas faire ça. Silence. Eleanor cligna des yeux pour la première fois, montrant sa surprise depuis que Pearl était entrée dans la pièce. Qu'avez-vous dit? Je ne peux pas faire ce que vous demandez, répondit Pearl. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Eleanor fronça les sourcils, ses yeux gris s'assombrissant. Vous me refusez? Pearl prit une inspiration, rassemblant ses pensées avant d'expliquer. J'ai une condition particulière. Quand quelqu'un me touche sans affection réelle, j'entends des bruits de verre qui se brisent dans ma tête. Ça fait très mal. Eleanor se tut, ses yeux se plissant comme si elle essayait de décider si Pearl mentait ou disait la vérité. Pearl continua. Si votre fils et moi faisons cela sans amour, chaque fois qu'il me touchera, j'entendrai du verre se briser encore et encore, sans arrêt. Elle fit une pause, sa voix toujours stable. Je deviendrai folle, littéralement. Et une femme folle ne peut pas porter un enfant ni en élever un. Eleanor regarda Pearl avec une expression complètement différente. Pas du mépris, pas de la pitié, mais de la curiosité. Le genre de curiosité qu'un chat montre quand il voit un animal étrange pour la première fois. Vous dites que vous êtes folle? Non, répondit Pearl. Je suis seulement différente des autres. Tout comme votre fils est différent depuis l'accident. L'atmosphère dans la pièce changea. Eleanor ne dit rien pendant un long moment. Ses doigts tapotaient toujours sur le bureau, mais le rythme avait ralenti, comme si elle réfléchissait très profondément. Puis elle se leva, prit l'arme sur le bureau et la remet dans le tiroir. 6 mois, dit Eleanor, sa voix toujours froide, mais portant quelque chose de nouveau. Je vous donne 6 mois pour résoudre votre problème. La façon dont vous le ferez ne dépend que de vous. Pearl hocha la tête et se tourna pour partir. Au moment où sa main toucha la poignée de la porte, la voix d'Eleanor retentit derrière elle. Et Mademoiselle Whitmore, la prochaine fois que je vous convoquerai, vous devriez vous souvenir de frapper avant d'entrer. Pearl ne se retourna pas. Elle ouvrit la porte et sortit, la refermant doucement derrière elle. Eleanor resta seule dans le bureau, regardant la porte fermée, ses lèvres bougeant doucement. Cette fille n'est pas aussi simple que je le pensais. Cette nuit-là, Pearl joua du piano plus fort, plus férocement. Les notes jaillirent comme une cascade déchaînée, comme une tempête rugissant de fureur, comme le cri d'une âme qui avait été contenue bien trop longtemps. Elle joua des morceaux qu'elle n'avait jamais osé jouer auparavant, des mélodies que sa mère lui avait autrefois interdites, parce qu'elles étaient trop intenses, trop émotionnelles, trop inappropriées pour la fille que Constance avait voulu enfermer dans un coin sombre. Dans une pièce de l'aile ouest de la maison, Jericho était assis devant l'écran de surveillance, regardant Pearl jouer. Il réalisa que quelque chose lui était arrivé. La musique ce soir était différente des nuits précédentes. Ce n'était plus un murmure dans le noir. C'était un cri. Jericho ne savait pas ce qui s'était passé. Mais pour la première fois en 14 mois, il se sentit curieux de la vie d'une autre personne. Et cela en soi était déjà un changement. Un changement dont même lui ne réalisait pas qu'il avait commencé. La 10e nuit, Pearl était assise au Steinway, comme chaque soir auparavant. Le clair de lune filtrait par l'interstice des voilages. Il tombait sur les touches noires et blanches comme une galaxie miniature. Elle jouait un morceau lent, les spots tombant dans le silence comme la pluie dans la nuit. Quand la porte de la salle de musique s'ouvrit soudainement, Pearl arrêta de jouer et tourna la tête.
Jericho Crane était assis dans son fauteuil roulant noir mat. Une main reposait sur la roue. Ses yeux gris étaient fixés sur elle sans ciller. Il s'était poussé jusqu'ici sans Knox et sans personne d'autre à ses côtés. Pour la première fois depuis le mariage, ils étaient seuls ensemble dans la même pièce. Pearl ne dit rien. Elle le regarda seulement et attendit. Jericho ne dit rien non plus. Son regard dériva sur la pièce poussiéreuse, le piano à queue, puis revint sur elle. Le silence s'étira si longtemps que Pearl pouvait entendre les battements de son propre cœur. Puis Jericho parla, sa voix basse et rauque, comme s'il n'avait pas parlé à quelqu'un depuis bien trop longtemps. « Que voyez-vous quand vous m'entendez parler ?» Pearl ne fut pas surprise par la question. Peut-être avait-il entendu sa conversation avec Eleanor. Ou peut-être était-il simplement curieux de ce qu'elle avait dit le jour du mariage. Quoi qu'il en soit, elle n'avait aucune raison de mentir. « Du gris boueux, répondit-elle honnêtement, comme un brouillard épais, comme de la fumée de cigarette se dissolvant dans l'air froid. Vous sombrez dans quelque chose dont je ne connais pas le nom. » Jericho rit, un son court et amer qui brisa le silence de la pièce. « Sombrer, répéta-t-il, sa voix portant le goût du whisky amer. Je suis mort il y a 14 mois, mademoiselle Whitmore. Ce corps n'a simplement pas encore cessé de respirer. » Pearl le regarda le gris boueux qui flottait autour de lui comme une couche de brouillard qui ne disparaissait jamais. Elle n'offrit pas le réconfort vide que les gens donnent toujours. Que les choses iraient mieux, qu'il s'en sortirait. Elle avait entendu trop de mots comme ça dans sa vie, et elle savait à quel point ils pouvaient être vides de sens. Au lieu de cela, elle dit ce qu'elle voyait vraiment. Il y a une petite traînée d'une autre couleur dans votre voix. Au plus profond, presque entièrement cachée par le gris. Je ne la vois pas encore clairement. Jericho se tut, ses yeux gris fixés sur elle avec quelque chose que Pearl ne pouvait pas lire. « Quelle couleur ?» demanda-t-il, sa voix plus basse maintenant. « Je ne sais pas encore, dit Pearl honnêtement. Elle est trop petite, mais elle est toujours là. Vous n'êtes pas complètement mort comme vous le pensez. » Personne n'avait parlé à Jericho comme ça. Depuis 14 mois, les gens l'avaient soit plaint, soit évité, soit essayé de le réparer. Comme s'il était un objet cassé dont il fallait remplacer les pièces. Mais Pearl ne fit rien de tout cela. Elle le voyait simplement, disait ce qu'elle voyait, et n'exigeait rien de lui. Jericho la regarda longuement, puis posa une autre question. « Pourquoi jouez-vous la nuit ?» Pearl se retourna vers le piano, ses doigts effleurant légèrement les touches sans les presser. « Parce que pendant la journée, je n'ai pas le droit. Ma mère disait que mon piano sonnait comme un chat qu'on étrangle. Elle m'a interdit de jouer à partir de l'âge de 14 ans. » Jericho ne dit rien, mais ses yeux s'assombrirent. Il comprenait ce sentiment. Se voir enlever la chose que l'on aime. Se voir interdire les choses même qui vous font vous sentir vivant. Avant l'accident, il pouvait aller n'importe où, faire n'importe quoi. Maintenant, même pousser son fauteuil roulant de sa chambre à cette pièce le laissait à bout de souffle. « Jouez, dit-il, sa voix plus douce qu'auparavant. Je ne vous l'interdirai pas. » Pearl le regarda un moment, puis se retourna vers le piano. Elle commença à jouer, et les notes inondèrent à nouveau la pièce, de l'or brillant dans ses yeux. Jericho ne partit pas. Il resta assis là, dans le noir, et l'écouta jouer jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les rideaux. Il ne dit rien. Il était simplement là. Et Pearl, pour la première fois depuis très longtemps, ne se sentit pas seule en jouant. 2 semaines plus tard, un après-midi, alors que Nina lui avait dit que personne ne la dérangerait, Pearl passa un appel vidéo à son père. Gerald Whitmore apparut sur l'écran de son téléphone. Son visage était plus mince que la dernière fois qu'elle l'avait vu. Ses yeux gris-bleus, tout comme les siens, étaient lourds de cernes sombres. Il portait une chemise froissée, ses cheveux argentés en désordre. Et Pearl savait qu'il était dans sa petite boutique de musique, le seul endroit où il pouvait échapper à Constance. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda immédiatement Gerald, sa voix pleine d'inquiétude. « Est-ce qu'il te traite bien? Est-ce que quelqu'un te cause des ennuis? » Pearl sourit faiblement. « Je vais bien, père. Personne ne me cause d'ennui. » À ses propres yeux, sa voix était bleu pâle quand elle regardait l'écran. Pas tout à fait vrai, mais pas exactement un mensonge non plus. Elle n'allait pas bien au sens ordinaire du terme. Mais elle avait vécu si longtemps sans aller bien que c'était devenu familier. Gerald la regarda à travers l'écran,
et quelque chose vacilla dans ses yeux que Pearl ne put tout à fait lire. Puis il parla, sa voix baissant comme s'il avait peur que quelqu'un l'entende. Pearl, il y a quelque chose que je dois te dire. Ces 10 dernières années, j'ai secrètement enregistré ton piano. Pearl se figea. Quoi? Chaque fois que tu jouais en secret la nuit? Je l'enregistrais, dit Gerald, la voix tremblante. J'ai envoyé ces enregistrements à des producteurs de musique, des écoles de musique, à tous ceux qui auraient pu t'aider à trouver une autre voie. Je voulais que tu aies une issue. Tu comprends? Même si ta mère ne le permettait pas, même si elle t'interdisait de toucher au piano, je voulais quand même que tu aies une chance. Des larmes coulèrent sur les joues de Pearl. Elle ne pouvait pas les arrêter et ne le voulait pas. 27 ans dans cette maison, et elle y avait pensé que personne ne la voyait. Personne ne se souciait de ce qu'elle aimait ou de ce dont elle aurait pu être capable. Mais son père l'avait vu. Son père avait tranquillement rassemblé chaque petit fragment d'espoir pour elle pendant 10 longues années, sans dire un mot. Aux yeux de Pearl, la voix de Gerald était d'un turquoise pur. La couleur de l'amour inconditionnel, la couleur du sacrifice silencieux, la couleur qu'on lui avait si rarement permis de voir dans sa vie. Ne laisse personne éteindre ta musique. Tu m'entends? Dit Gerald, la voix brisée. Même pas moi, même pas ce mari à toi. Ne laisse personne t'enlever ce qui t'appartient. Pearl hocha la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. Je t'entends, père. Gerald prit une profonde inspiration. Je trouverai un moyen de venir te voir. Je te le promets. Cette fois, je ne resterai plus silencieux. Ne fais rien qui puisse mettre mère en colère, dit Pearl, s'inquiétant plus pour lui que pour elle-même. Je suis resté silencieux pendant 27 ans, répondit Gerald. Sa voix soudain plus ferme qu'elle ne l'avait jamais entendue. Ça suffit. L'appel se termina et Pearl resta seule dans la pièce, les larmes encore humides sur ses joues. Elle pensa à son père, à ses 10 années passées à enregistrer secrètement sa musique, à l'amour qu'il n'avait jamais exprimé à voix haute, mais qu'il avait toujours montré par ses actes. Cette nuit-là, Pearl joua avec des larmes sur le visage. Les noces s'élevèrent, tristes et belles, comme la pluie tombant sur un toit au cœur de l'hiver, comme le murmure de rêves enfouis depuis longtemps. Dans la pièce de l'aile ouest de la maison, Jericho était assis devant l'écran de surveillance et la regardait jouer. Il vit les larmes sur ses joues, vit ses épaules trembler. Il vit ses doigts bouger encore sur les touches, même pendant qu'elle pleurait. Et pour la première fois en 14 mois, Jericho Crane voulut savoir pourquoi quelqu'un d'autre pleurait. Un mois s'était écoulé depuis la nuit où Jericho était entré pour la première fois dans la salle de musique. Pendant ce temps, il était revenu de nombreuses autres nuits. Il s'asseyait dans l'obscurité et écoutait Pearl jouer sans dire un mot. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais le silence entre eux avait changé. D'une étrangeté tendue, il était devenu quelque chose de plus doux, de plus proche, comme deux étrangers pris sous le même abri sous la pluie, qui s'habituaient lentement à la chaleur de l'autre. Puis Eleanor Crane annonça que Jericho devait se présenter à la vente aux enchères caritatives annuelles du Crane Casino. C'était le plus grand événement de l'année pour la famille Crane. La nuit où la haute société de Las Vegas se rassemblait pour parader sa richesse sous le masque poli de la générosité. Depuis 14 mois, Jericho n'était pas apparu en public. Les gens avaient murmuré toutes sortes de rumeurs. Qu'il était bourte, qu'il était devenu fou, qu'il n'était plus capable de diriger l'Empire Crane. Eleanor voulait que ces rumeurs soient enterrées. Les gens disent que tu es mort, dit-elle à Jericho ce matin-là, sa voix froide comme l'acier. Tu dois leur prouver qu'ils ont tort. Jericho ne voulait pas y aller. Pearl pouvait le voir passer dans la façon dont il serrait la roue de son fauteuil, dans la façon dont sa mâchoire se crispait, dans la façon dont le gris boueux autour de lui s'épaississait plus que d'habitude. Mais il ne refusa pas Eleanor. Il ne la refusait jamais. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il était trop épuisé pour se battre. Nina Santos aida Pearl à se préparer pour la soirée. Une robe de soirée turquoise à épaules dénudées. Elle était ajustée sur le buste avant de s'adoucir à partir des hanches. Pour la première fois de sa vie, Pearl portait quelque chose de beau, quelque chose qui correspondait vraiment à son corps, au lieu de le serrer trop fort ou de pendre sans forme. Nina lui attacha les cheveux en un chignon haut, laissant la ligne gracieuse de son cou et de ses épaules nues. Puis elle attacha une paire de petites boucles d'oreilles en émeraude à ses oreilles. « Tu ressembles à une autre personne, dit Nina, avec de la chaleur dans son sourire. « Non. »
Pearl regarda dans le miroir la femme inconnue qui la fixait. Je suis toujours moi. C'est juste que pour la première fois, quelqu'un m'a laissé porter quelque chose de beau. Quand Pearl descendit dans le grand hall, Jericho attendait déjà dans son fauteuil roulant. Il portait un costume 3 pièces noires sur mesure, ses cheveux soigneusement peignés, mais ses yeux gris étaient toujours sombres comme un orage approchant. Il regarda Pearl longuement alors qu'elle descendait l'escalier. Son regard s'attarda sur la robe turquoise, sur ses épaules nues, sur la courbe élégante de son cou sous ses cheveux relevés. Il ne dit rien, mais le gris boueux autour de lui s'estompa un peu. Pearl s'arrêta devant son fauteuil et le regarda droit dans les yeux. « Votre voix a une couleur rouge pâle ce soir, dit-elle doucement. Vous avez peur. » Jericho fronça les sourcils, sa mâchoire se crispant. « Je n'ai pas peur. » « La couleur ne ment pas, » répondit calmement Pearl. Le silence s'étira entre eux. Puis Jericho laissa échapper un souffle, ses épaules s'affaissant très légèrement. « Je ne veux pas qu'il me regarde comme si j'étais quelque chose de cassé, » dit-il, sa voix basse et rauque. « J'étais l'homme qu'il craignait. Maintenant, je suis l'homme qu'il plaigne. » Pearl réfléchit un instant, puis dit « Alors ne les regardez pas. » Jericho leva son regard vers elle. « Regardez-moi, » dit Pearl. « Si vous avez besoin d'un endroit où regarder pour ne pas avoir à les regarder eux, alors regardez-moi. » Jericho ne dit rien, mais ses yeux gris se posèrent sur son visage plus longtemps que d'habitude. Puis il fit un très léger signe de tête et fit signe à Knox de le pousser vers la voiture. La grande salle de bal du Crane Casino flamboyait de lumière quand ils arrivèrent. Un immense lustre en cristal pendait du haut plafond. Des centaines d'invités en tenue de soirée scintillante remplissaient la pièce. Le champagne coulait à flot et un jazz doux s'échappait du groupe dans le coin. Et quand Jericho Crane apparut dans son fauteuil roulant noir mat, toute la salle de bal sembla retenir son souffle une seconde. Puis, les chuchotements commencèrent. Pearl entendit tout, pas avec ses oreilles, mais avec la couleur. Des traînées grises de curiosité morbide, des traînées vertes d'envie, des traînées noires de mépris cachées sous des sourires sociopolis, et bien trop de traînées rouges pâles de fausse pitié. Qui est-elle? Ce n'est pas Jasmine, n'est-ce pas? Entendit-elle quelqu'un chuchoter. J'ai entendu dire que Jasmine l'a quittée juste après l'accident. Celle-ci doit être la remplaçante. Ses voix étaient d'un noir brillant de cruauté. Le genre de cruauté déguisée en politesse de la haute société. Pearl ne réagit pas. Elle avait entendu des mots comme ça toute sa vie. Mais elle remarqua que Jericho buvait plus que d'habitude, et le gris boueux autour de lui devenait plus épais et plus lourd, comme un brouillard avant un orage. Il perdait le contrôle. Eleanor présenta Pearl aux invités avec un faux sourire et des mots élégants. Mais Pearl n'écoutait guère. Elle était concentrée sur Jericho, sur la façon dont il serrait son verre, sur la façon dont sa mâchoire se durcissait chaque fois que quelqu'un le regardait avec pitié. Puis elle sentit autre chose. Un rouge sombre, pas le rouge pâle de la peur ou le rouge contusionné de la haine, mais un rouge sombre comme du sang séché, un rouge sombre comme un danger mortel venant de quelque part en hauteur. Pearl leva les yeux. Son regard balaya le balcon du 2e étage, les hautes fenêtres en verre, le plafond vertigineux couronné du lustre étincelant. Et puis elle le vit. Un minuscule point rouge, presque trop petit pour être vu à l'œil nu, se déplaçant lentement sur le sol de la salle de bal. Un viseur laser se dirigeant vers Jericho. Tout se passa en un instant. Pearl n'eut pas le temps de réfléchir, pas le temps de crier un avertissement. Elle a seulement agi par instinct. Elle s'est jetée sur Jericho. Ses 2 mains ont poussé violemment son fauteuil roulant, le faisant rouler sur le côté. Le craquement sec d'une détonation explosa dans l'air. Aigu et violent, il trancha la musique et les rires. Le projectile mortel déchira l'endroit où Jericho était assis une fraction de seconde auparavant. Il s'écrasa contre le mur derrière lui avec un bruit sec et craquant. Mais Pearl ne put l'éviter. Elle sentit quelque chose de brûlant lui déchirer l'épaule gauche. La douleur explosa dans son corps comme un feu se propageant dans du bois sec. Elle s'effondra sur le sol, une tache cramoisie sombre s'épanouissant sur sa robe turquoise. Le chaos éclata. Les gens crièrent, les tables se renversèrent, les verres de champagne se brisèrent. Les lumières vacillèrent, puis se rallumèrent vivement. La sécurité se précipita de toutes les directions.
Knox criait des ordres dans sa radio. Jericho regarda Pearl tomber au sol. Il regarda l'essence rouge qui s'étendait, imbibant sa robe. Il regarda son visage devenir pâle à cause de la perte de sang. « Pearl !» cria-t-il, sa voix déchirant le chaos. C'était la première fois qu'il l'appelait par son nom. Pas Mademoiselle Whitmore, pas elle, mais Pearl. Il tendit la main vers elle, mais le fauteuil roulant avait été poussé trop loin. Il essaya de faire tourner ses roues pour revenir vers elle, mais l'équipe médicale s'était déjà précipitée, entourant Pearl. Knox rapporta que l'agresseur caché avait été retrouvé à l'étage technique, mais il s'était suicidé avant qu'il ne puisse le capturer. Il n'y avait aucune information sur qui l'avait envoyé. Jericho n'entendit rien de tout cela. Il regarda seulement Pearl, son sang, ses yeux qui se fermaient. « Ramenez-la au domaine, ordonna-t-il. « Au Mayenne, ordonna-t-il, sa voix froide comme la glace, mais tremblante à la fin. « Mon médecin privé. Pas d'hôpital. Personne ne la touche, sauf mon médecin. »« Monsieur, elle a besoin d'un hôpital maintenant, » dit Knox. « Personne ne la touche, » rugit Jericho. Et toute la salle de bal se tut. En 14 mois, personne n'avait entendu Jericho Crane crier. Personne ne l'avait vu montrer la moindre émotion au-delà d'un vide froid. Mais ce soir, à cause de la femme allongée sur le sol avec une blessure mortelle à l'épaule, il avait crié. Quand les médecins placèrent Pearl sur la civière, Jericho tendit la main et prit la sienne. Sa main était froide et pâle, mais il ne la lâcha pas. Il la tint tout le chemin du retour au domaine, ne disant rien, regardant seulement son visage inconscient. Et pour la première fois en 14 mois, Jericho Crane pria pour la vie de quelqu'un d'autre. Pearl ouvrit les yeux et vit un plafond baigné de blanc. La douleur dans son épaule gauche se propageait dans son corps comme un feu doux brûlant sous sa peau, mais elle n'était pas aussi forte qu'elle s'y attendait. Probablement à cause des analgésiques qui coulaient par la perfusion attachée à sa main. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'ajuster sa vue à la douce lumière de la pièce. Ce n'était pas sa chambre. C'était l'infirmerie du domaine Crane. Avec son lit d'hôpital d'un blanc austère, le moniteur cardiaque et la légère odeur d'antiseptique dans l'air. Puis elle le vit. Jericho était assis dans son fauteuil roulant juste à côté de son lit. Il portait toujours le costume noir de la veille, maintenant froissé et marqué de quelques taches cramoisies séchées. Ses yeux gris étaient ombrés de cernes profonds et sombres. Une barbe naissante commençait à se répandre sur sa mâchoire, et son visage portait l'épuisement d'un homme qui n'avait pas dormi de la nuit. Il n'était pas parti. Elle le réalisa avec une surprise silencieuse. Depuis le moment où elle s'était effondrée sur le sol de la salle de bal jusqu'à maintenant, il était resté là, à côté d'elle, sans bouger d'un pas. Jericho remarqua qu'elle était réveillée. Ses yeux gris se fixèrent sur elle, et à l'intérieur se trouvait quelque chose que Pearl n'avait jamais vu auparavant. Pas de la froideur, pas de l'indifférence, mais de l'inquiétude, de la peur, et peut-être même une colère étroitement contenue. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-il, sa voix plus rauque et plus basse que d'habitude. Il fallut un moment à Pearl pour comprendre ce qu'il voulait dire. Puis le souvenir revint en trombe. Le laser rouge, le coup de feu, la douleur brûlante dans son épaule. « J'ai vu du rouge, » répondit-elle faiblement. « Je savais qu'il y avait un danger. » Jericho la regarda, sa mâchoire se crispant durement. « Vous auriez pu mourir. »« Je sais. » Un lourd silence s'installa dans la pièce. Le moniteur cardiaque maintenait son rythme régulier, le seul tic-tac dans le silence. Jericho la regarda comme si elle était une énigme qu'il ne pouvait pas résoudre. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Vous ne me devez rien. Vous avez été forcé de m'épouser. Vous devriez me haïr. » Pearl réfléchit un moment, organisant les pensées dans son esprit, qui semblait encore flou à cause des médicaments. Elle ne savait pas mentir. Elle ne l'avait jamais su. Alors elle dit la vérité. « Je ne vous hais pas, dit-elle. Votre voix ne porte pas une couleur haineuse. » Jericho ne parla pas. Il la regarda seulement, ses yeux gris profonds et orageux comme la mer. Et Pearl vit que quelque chose changeait en lui. Le gris boueux était toujours là, mais il s'amincissait sur les bords. Il laissait place à une autre couleur, celle qu'elle avait entrevue bien avant, mais qu'elle n'avait pas pu nommer. Puis Jericho fit quelque chose qu'il n'avait fait avec personne depuis l'accident. Il tendit la main et prit la sienne. Sa main était chaude et forte, mais il y avait un léger tremblement qu'il ne pouvait pas cacher.
Il lui tenait la main comme si elle pouvait disparaître s'il la lâchait. Merci, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Merci de ne pas m'avoir laissé mourir. Et Pearl le vit clairement pour la première fois. Du turquoise, brillant comme l'océan sous le soleil. Il émanait de sa voix, de cette gratitude maladroite mais sincère. La couleur de la vérité, la couleur du sentiment réel, encore fragile et pas encore complètement formé. Votre voix vient de changer de couleur et date. Pearl. Un léger sourire effleura ses lèvres, même si la douleur dans son épaule couvait encore. Je la vois maintenant. Jericho fronça les sourcils. Quelle couleur? Une belle couleur, répondit-elle. Une couleur que je n'ai jamais vue en vous auparavant. Jericho ne dit rien d'autre, mais il ne lâcha pas non plus sa main. Ils restèrent ainsi en silence, main dans la main, jusqu'à ce que Pearl se rendorme sous l'effet des médicaments. Quelques jours plus tard, alors que la blessure de Pearl avait commencé à guérir et qu'elle pouvait à nouveau s'asseoir, Jericho était dans le bureau à côté de l'infirmerie quand son téléphone sonna. Knox le lui tendit avec une expression d'irritation évidente. Mademoiselle Jasmine Whitmore. Jericho regarda le nom sur l'écran, sa mâchoire se bloquant. 14 mois. 14 mois depuis le jour où elle s'était enfuie de l'hôpital, quand le médecin avait dit qu'il ne remarcherait peut-être jamais. 14 mois de silence absolu, comme s'il n'avait jamais existé dans sa vie. Il répondit à l'appel. Jericho. La voix de Jasmine arriva, douce comme le miel, mêlée de poison. J'ai entendu dire que tu avais été attaqué. J'étais si inquiète. Je veux te voir. Jericho eut un rire froid, un rire sans la moindre trace de chaleur. 14 mois de silence et maintenant tu es inquiète. Silence à l'autre bout du fil. Puis Jasmine parla à nouveau, sa voix plus basse maintenant, portant le faux regret que Jericho avait entendu trop de fois dans sa vie. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Mais je veux réparer ça. Nous pouvons recommencer, Jericho. Je t'aime toujours. J'ai une femme, répondit froidement Jericho. Jasmine laissa échapper un rire moqueur, aigu et brillant à travers le téléphone. Elle? Elle n'est que la remplaçante, Jericho. Tout le monde le sait. Une fille pathétique que ma mère a jetée parce qu'elle était inutile. Penses-tu vraiment qu'elle est digne d'être ta femme? Jericho resta silencieux un moment. Puis il parla, sa voix froide comme le gel. Cette remplaçante vient de prendre une balle mortelle pour moi. Le tir visait ma tête et elle s'est jetée devant. Elle a failli mourir à cause de moi. Il s'arrêta, laissant les mots s'imprégner. Et qu'as-tu fait quand j'étais allongé sur un lit d'hôpital, ne sachant pas si je remarcherais un jour? Oh, c'est vrai, tu t'es enfui. Silence à l'autre bout du fil. Jericho mit fin à l'appel sans attendre de réponse. Dans l'infirmerie, Pearl avait tout entendu. Le mur entre les deux pièces n'était pas très épais, et la voix de Jericho n'était jamais faible. Elle resta immobile sur le lit, regardant le plafond, et sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine qu'elle ne pouvait nommer. Il l'avait choisie, même si ce n'était qu'en parole, même si aux yeux de tous les autres, elle n'était encore qu'une remplaçante. Mais à ce moment-là, pour Jericho Crane, elle n'était pas la remplaçante. Elle était la femme qui avait pris une balle pour lui. Et cela signifiait quelque chose. Quelques minutes plus tard, Jericho entra dans l'infirmerie en fauteuil roulant, Knox le suivant. Il regarda Pearl un moment, ne demandant pas si elle avait entendu l'appel. Elle ne dit rien non plus. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute. Augmenter la sécurité, dit Jericho à Knox, ses yeux toujours sur Pearl. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Personne n'entre dans ce domaine sans ma permission. Knox hocha la tête. Et Mademoiselle Whitmore, où qu'elle soit, c'est là que je suis, répondit Jericho, sa voix n'admettant aucune discussion. Elle ne quitte pas mon champ de vision. Pearl le regarda, et pour la première fois, elle se sentit protégée. Pas comme quelque chose de précieux à posséder, mais comme une personne dont la vie avait de la valeur. Au 4e mois du mariage, par un après-midi ordinaire, tout changea. Constance et Jasmine Whitmore apparurent aux portes du domaine Crane. Pearl était assise dans le salon avec Jericho quand Nina entra pour annoncer qu'il y avait des visiteurs. Elle n'eut même pas le temps de demander qui c'était avant que les grandes portes ne s'ouvrent.
et deux silhouettes familières entrèrent comme si elles étaient chez elle. Jasmine menait la marche, vêtue d'une robe rouge coûteuse qui moulait sa silhouette élancée. Ses cheveux dorés étaient coiffés en vagues parfaites, ses talons hauts claquaient sèchement sur le sol en marbre. Constance la suivait dans une élégante robe crème, des perles autour du cou. Un faux sourire était étalé sur ses lèvres, comme si elle arrivait pour le thé de l'après-midi au lieu de faire éruption chez quelqu'un d'autre. Pearl se leva d'un bond, son cœur battant dans sa poitrine. Elle regarda Knox qui se tenait près de la porte avec une expression sombre. Comment sont-elles entrées? Madame Eleanor a donné l'ordre à la sécurité, répondit Knox, la voix tendue. Je n'ai pas pu les arrêter. Pearl comprit aussitôt. Eleanor Crane jouait toujours ses jeux. Elle essayait toujours de se débarrasser de Pearl et de la remplacer par Jasmine, la belle-fille plus parfaite à ses yeux. Nous sommes venus rendre visite à notre fille, dit Constance, sa voix douce comme le miel. Mais Pearl vit la couleur noire de Jays envelopper chaque mot. Nous avons entendu dire qu'elle vit très bien ici. Nous voulions le voir par nous-mêmes. Jasmine ne regarda même pas Pearl. Elle se dirigea directement vers l'endroit où Jericho était assis dans son fauteuil roulant. Son visage s'épanouit en un sourire radieux, comme si les 14 mois de silence n'avaient jamais eu lieu. « Jericho, dit-elle, sa voix douce comme du sucre, j'ai entendu dire que tu te remets très bien. Je suis si heureuse. » Pearl regarda la couleur de la voix de Jasmine et se sentit mal. Un noir brillant, comme de l'huile flottant sur l'eau. Un mensonge du début à la fin. Il n'y avait pas la moindre trace de sincérité. Jericho regarda Jasmine avec des yeux gris froids comme la glace. Il ne parla pas, ne sourit pas, ne montra ni plaisir ni colère. Il la regarda seulement en silence, comme si elle était un insecte rampant sur une table. Constance s'avança et se tint à côté de Jasmine. Ce faux sourire persistait sur ses lèvres. « Jericho, je pense que nous devrions parler franchement, » dit-elle, sa voix portant le faux ton de la raison. Ce mariage était un arrangement commercial depuis le début. Jasmine était celle initialement choisie. Pearl n'était qu'une remplaçante temporaire. Maintenant que Jasmine est prête à revenir, nous pouvons tout arranger correctement. Pearl peut partir librement avec une somme d'argent raisonnable. Tout le monde y gagne. Le silence remplit le salon. Pearl se tenait là, regardant sa propre mère la trahir pour la deuxième fois de sa vie, comme si elle était un produit qui pouvait être retourné et échangé contre un meilleur. Elle était habituée à ce sentiment. 27 ans de cela s'en était assuré. Mais cette fois, ce quelque chose était différent. « J'ai déjà une femme, » dit enfin Jericho, sa voix froide comme l'acier. Jasmine laissa échapper un rire aigu qui résonna dans le salon. « Elle? » Elle regarda Pearl avec un mépris ouvert. « Elle n'est qu'une remplaçante, Jericho. Tout le monde le sait. Une fille lourde dont personne ne voulait. Veux-tu vraiment la garder à ma place? » Pearl sentit ses mots comme des lames coupant la chair. Mais elle ne baissa pas la tête. Elle ne recula pas. Elle ne courut pas se cacher comme elle l'avait fait pendant les 27 dernières années. Au lieu de cela, elle s'avança calmement et se plaça directement entre Jasmine et Jericho. « Oui, dit-elle, sa voix aussi calme que la surface d'un lac d'automne. Je suis la remplaçante. » Jasmine arqua un sourcil, le triomphe brillant sur son visage. Mais Pearl n'avait pas fini. « Mais je suis la remplaçante qui a pris une balle pour lui, » continua-t-elle, regardant droit dans les yeux de Jasmine. La balle visait sa tête. Je me suis jeté devant. J'ai failli mourir. Et où étais-tu? Un silence mortel suivit. Le sourire disparut des lèvres de Jasmine. Oh, c'est vrai, poursuivit Pearl, sa voix toujours calme, mais chaque mot coupant comme un couteau. Tu t'es enfui. Au moment où le médecin a dit qu'il ne remarcherait peut-être jamais, tu as disparu. 14 mois de silence. Pas un appel, pas un message. Parce que tu avais peur de devoir pousser le fauteuil roulant de ton mari. Tu avais peur que les gens te regardent avec pitié. Tu avais peur d'être entraîné avec lui. Jasmine devint pâle. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot ne sortit. « Je n'ai pas eu peur, » dit Pearl, sa voix claire dans le salon silencieux. « Je n'ai pas fui, et je n'ai pas besoin que tu renonces à quoi que ce soit pour moi, car tu n'as rien à abandonner. Tu as abandonné ta place il y a 14 mois, quand tu es sorti de cet hôpital sans te retourner. » Constance était sur le point de parler, mais Jericho la coupa. « Sortez de ma maison, dit-il, sa voix froide comme du verre gelé. Toutes les deux, tout de suite, et ne revenez jamais. »
Jericho, cria Constance, vous ne pouvez pas. Knox, dit Jericho, sans même jeter un regard à Constance. Montrez-leur la sortie. Et si elle s'approche à nouveau du domaine ou de toute propriété Crane, assurez-vous qu'elle comprenne les conséquences. Knox hocha la tête, s'avança et fit signe à Constance et Jasmine de le suivre. Les deux femmes Whitmore furent escortées dehors comme des chiens errants chassés d'un festin. Jasmine se retourna une fois pour lancer un regard haineux à Pearl. Mais Pearl s'en fichait. Elle avait gagné. Pour la première fois de sa vie, elle s'était défendue et avait gagné. Quand la porte se referma derrière elle, Pearl sentit ses jambes trembler légèrement. La montée d'adrénaline s'estompait, laissant derrière elle l'épuisement et un étrange vide. Elle était sur le point de se retourner pour retourner dans sa chambre quand la voix de Jericho l'arrêta. Pearl, elle se retourna. Il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pas de la curiosité, pas de la gratitude, mais quelque chose de plus profond, de plus chaleureux, de plus intense. Ce soir, dit-il, dans la salle de musique, je dois te dire quelque chose. Cette nuit-là, Pearl était assise au Steinway sans jouer. Elle était simplement assise là, regardant les touches noires et blanches, pensant à tout ce qui s'était passé ce jour-là. Puis la porte s'ouvrit. Pearl se retourna. Jericho entra dans la salle de musique dans son fauteuil roulant. Mais cette fois, il ne s'arrêta pas dans le coin de la pièce comme il l'avait toujours fait. Il roula jusqu'au centre de la pièce, directement en face d'elle. « Je dois te dire quelque chose, dit-il, sa voix rauque et tendue. » Pearl le regarda et attendit. Puis Jericho fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu. Il posa ses deux mains sur les roues, les serra fort et se hissa lentement vers le haut. Ses jambes tremblaient, ses genoux faillirent céder. La sueur perla sur son front, mais il était debout. Il se levait du fauteuil roulant par ses propres jambes. Pearl se leva d'un bond, sur le point de se précipiter pour le stabiliser. « Non, dit Jericho, sa voix se brisant sous l'effort. « Je veux être debout quand je dis ça. » Il se tenait là, ses jambes tremblant comme des feuilles, son corps oscillant, mais toujours droit. Ses yeux gris regardaient droit dans les siens. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose que Pearl n'avait jamais vu dans le regard de personne quand on la regardait. « Pearl, dit-il, chaque mot tiré du plus profond de sa poitrine. « Je t'aime. » Silence. « Je ne sais pas quand ça a commencé, continua-t-il, sa voix tremblante mais stable. Peut-être quand tu m'as dit que ma voix était gris-boueux. Peut-être quand tu jouais la nuit et que j'écoutais à travers les caméras comme un voleur. Peut-être quand tu t'es mise sur la ligne de tir pour moi. Je t'aime et je veux que tu restes. Pas à cause d'un contrat, pas à cause de ma mère, pas à cause de quelqu'un d'autre, mais parce que je te veux. » Ses jambes cédèrent. Pearl se précipita et le rattrapa avant qu'il ne tombe. Ils s'effondrèrent sur le sol ensemble, Jericho dans ses bras, respirant difficilement à cause de l'épuisement. Il pencha la tête en arrière pour la regarder, la sueur humide sur son front, mais ses yeux gris brillaient. « De quelle couleur est ma voix maintenant? » demanda-t-il, respirant toujours rapidement. Pearl le regarda, et elle le vit plus clairement que jamais. Plus de gris boueux, plus de brouillard, mais de l'or brillant, teinté de turquoise scintillant, comme l'océan sous le soleil. « De l'or, répondit-elle, un sourire s'épanouissant sur ses lèvres. « Avec un peu de turquoise? Qu'est-ce que ça veut dire? »« Ça veut dire que tu dis la vérité, dit-elle, et que tu as peur de me perdre. » Jericho rit, un vrai rire, le premier depuis l'accident. Il sortit rauque, n'ayant pas été utilisé depuis si longtemps, mais il était réel et chaleureux. « J'ai très peur, admit-il. » Pearl toucha son visage, ses doigts effleurant légèrement la vieille cicatrice. « N'aie pas peur, dit-elle doucement. Je ne vais nulle part. » Puis elle se pencha et l'embrassa doucement, lentement, comme s'ils avaient toute leur vie pour le faire. Et à ce moment-là, Pearl n'entendit pas le bruit du verre qui se brise. Pas de douleur, pas de peur. Seulement la couleur du miel chaud inondant sa vision, brillante et douce comme la lumière du début de l'été. Pour la première fois de sa vie, Pearl sut ce que signifiait être aimée. 2 mois après leur premier baiser dans la salle de musique, tout avait changé. Pearl ne dormait plus seule dans la chambre froide de l'aile est du domaine. Elle avait emménagé dans la chambre de Jericho, s'allongeant à ses côtés chaque nuit, écoutant le son régulier de sa respiration dans le noir. Il ne se précipitait pas.
Jericho comprenait son don inhabituel, comprenait le son du verre brisé qu'elle entendait chaque fois que quelqu'un la touchait sans amour. Et il attendait avec patience, la laissant s'habituer à la proximité, la laissant croire que chaque fois qu'il la touchait, cela venait d'un amour réel. Pearl n'entendait plus le bruit du verre qui se brise. Il n'y avait que l'or-miel chaud qui l'entourait chaque fois qu'il était près d'elle. Madame Lauren vint au domaine un après-midi, vers la fin du 6e mois. Son visage était radieux d'une manière que Pearl n'avait jamais vue auparavant. « J'ai de bonnes nouvelles, dit-elle, les yeux brillants. J'ai organisé une audition pour vous à Manhattan, devant le jury de Carnegie Hall. » Pearl se leva d'un coup, son cœur battant à tout rompre. Carnegie Hall, le lieu sacré de la musique où chaque pianiste rêvait d'entrer. L'endroit où des légendes s'étaient produites, où les carrières des plus grands artistes étaient nées. « Si vous réussissez l'audition, continua Madame Lauren, sa voix devenant solennelle, vous vous produirez au concert de printemps de Carnegie Hall. Devant des milliers de personnes, c'est le genre d'opportunité que la plupart des artistes attendent toute une vie. » Pearl regarda Jericho qui était assis à côté d'elle sur le canapé. Sa main serrait la sienne. Il sourit et une traînée dorée et chaude se répandit dans sa voix quand il parla. « J'irai avec toi. » Pearl fut surprise. Il n'avait pas quitté Las Vegas depuis l'accident. « Jericho, dit-elle, tu n'es pas obligé. »« Je veux y aller, la coupa-t-il, sa voix ferme. Je ne manquerai pas ce moment pour toi. » Ils s'envolèrent pour New York une semaine avant l'audition. Jericho pouvait maintenant marcher avec une canne, bien qu'il soit encore lent et toujours dans la douleur. 6 mois de physiothérapie, 6 mois de détermination à ne pas abandonner, l'avaient aidé à se lever du fauteuil roulant. Il emportait toujours le fauteuil roulant pour les moments où l'épuisement frappait trop fort, mais la plupart du temps, il marchait sur ses propres jambes. Ils séjournèrent dans un hôtel de luxe à Manhattan, un penthouse surplombant Central Park. Pearl passait la plupart de son temps à s'entraîner, jouant le morceau qu'elle allait interpréter encore et encore, jusqu'à ce que chaque note coule de ses doigts comme une respiration. La veille de l'audition, elle s'entraîna jusqu'à très tard, jusqu'à ce que Jericho la tire doucement du piano. « Tu as besoin de te reposer, dit-il. Demain est de jour important. » Pearl hocha la tête. Mais elle ne pouvait pas dormir. Elle était allongée dans les bras de Jericho, fixant le plafond dans l'obscurité, pensant à tout ce qu'il avait mené à ce moment. 27 ans enfermée dans l'obscurité. 27 ans à s'entendre dire qu'elle était inutile. Et maintenant, elle était sur le point de se tenir sur la scène de Carnegie Hall. Le lendemain, 1 heure avant l'audition, Pearl était assise dans la loge des coulisses de la salle. Elle portait une élégante robe de soirée noire, ses cheveux relevés, son maquillage doux et discret. Nina Santos s'était envolée pour New York pour l'aider à se préparer, et elle était allée chercher plus d'eau pour Pearl. Jericho était assis à côté d'elle, sa main tenant la sienne, la calmant par sa seule présence. Un serveur frappa à la porte et entra, poussant un chariot avec une théière et des tasses. « Du thé chaud de la part des organisateurs, madame, » dit doucement le serveur, le visage baissé comme pour ne pas être vu. « Pour vous aider à vous détendre avant la performance. » Pearl le remercia et tendit la main vers la théière. Elle ne regarda pas attentivement le serveur. Elle ne remarqua pas la perruque brune cachant les cheveux blonds familiers. Elle ne vit pas les yeux bleus brillants de malice sous le maquillage épais. Tout se passa en un instant. La serveuse trébucha, comme si son pied s'était pris dans le pied d'une chaise. Et le thé bouillant se renversa directement sur la main droite de Pearl. Pearl cria. La douleur explosa en elle comme un feu, comme des milliers d'aiguilles s'enfonçant dans sa chair. L'eau bouillante se déversa sur sa main, sur les doigts dont elle avait besoin pour jouer, sur son avenir. Le chaos éclata dans la loge. Quelqu'un cria pour un médecin. Jericho se jeta vers elle, oubliant même sa canne, tombant presque mais réussissant quand même à atteindre son côté. « Pearl !» cria-t-il, la panique déchirant sa voix. « Pearl !» La serveuse avait disparu. Dans le chaos, personne ne remarqua qu'elle s'était glissée hors de la pièce comme une ombre. Mais les caméras de sécurité avaient tout filmé. Et quand Knox visionna les images quelques heures plus tard, il la reconnut immédiatement. Cette serveuse sous la perruque et le maquillage était Jasmine Whitmore. Constance et Jasmine les avaient suivies à New York. Elles étaient au courant de l'audition. Elles avaient prévu de détruire la chance de Pearl depuis le tout début.
Le médecin du théâtre examina la main de Pearl et son visage devint plus sombre à mesure qu'il évaluait les dégâts. Brûlures au second degré, dit-il, la voix basse et lourde. La peau cloque et à certains endroits, elle a déjà commencé à peler. Ses doigts sont très enflés. Pearl regarda sa main bandée, des larmes coulant sur ses joues. Pas à cause de la douleur, mais parce qu'elle savait ce qui allait arriver. Elle ne devrait pas jouer aujourd'hui, dit le médecin à Jericho, qui se tenait à côté du lit avec un visage vidé de toute couleur. Si elle allait essayer de jouer, la tension sur ses doigts pourrait causer des dommages nerveux permanents. Elle pourrait perdre la motricité fine de ses doigts. Pour une pianiste, c'est une condamnation à vie. Pearl ferma les yeux, les larmes tombant toujours sans fin. 6 mois de préparation, une vie d'attente. Le rêve de Carnegie Hall juste devant elle. Et maintenant, il s'était dissous en rien à cause d'une théière d'eau bouillante. Jericho s'agenouilla à côté d'elle, sa main tremblant alors qu'il prenait sa main non blessée dans la sienne. Il ne dit rien. Il resta simplement là en silence, lui faisant savoir qu'elle n'était pas seule. Mais Pearl savait que peu importe combien de fois il resterait, peu importe à quel point il l'aimait, il ne pouvait pas jouer pour elle. Il ne pouvait pas vivre son rêve à sa place. C'était sa bataille à elle seule, et elle venait de la perdre. Le point culminant de la 8e partie. Son rêve est sur le point de partir en fumée, et ceux qui l'ont détruit sont sa propre chair et son propre sang. 30 minutes avant l'audition, Pearl était assise dans la loge, regardant sa main droite bandée. De la gaze blanche était enroulée fermement autour de ses doigts. Seuls les bouts enflés et rougis étaient exposés, brillants de pommade. La douleur pulsait comme un petit feu brûlant sous sa peau. Elle lui rappelait ce qui s'était passé, ce qu'elle était sur le point de perdre. Jericho était agenouillé devant elle, ses yeux gris pleins d'inquiétude la regardant sans ciller. Il avait mis sa canne de côté et s'était mis à genoux, même si ses jambes étaient encore faibles, juste pour pouvoir la regarder droit dans les yeux. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-il, sa voix douce mais sérieuse. « Il y aura d'autres chances. Ta main a besoin de temps pour guérir. Personne ne te blâmera si tu ne joues pas aujourd'hui. » Pearl ne répondit pas tout de suite. Elle regarda sa main bandée, regarda les doigts qui avaient autrefois bougé sur les touches du piano comme de l'eau courante, maintenant enflés et douloureux. Elle pensa à tout ce qui l'avait amené ici. 27 ans. Toute ma vie, ma mère m'a dit que j'étais grosse, laide, inutile, commença-t-elle, sa voix basse et lente. Toute ma vie, j'ai abandonné à cause des choses qu'elle disait. Elle m'a interdit de jouer du piano. J'ai arrêté. Elle m'a enfermé dans le grenier. J'y suis resté. Elle m'a forcé à t'épouser. J'ai accepté. Pearl leva la tête, ses yeux gris-bleu cerclés de rouge, mais brillants d'une détermination que Jericho n'avait jamais vue en elle. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je ne vais pas abandonner à cause d'elle, dit-elle, chaque mot sonnant comme s'il avait été gravé dans la pierre. Elle et Jasmine ont fait tout le chemin jusqu'à New York pour détruire mon rêve. Si j'abandonne aujourd'hui, elle gagne. Si je ne monte pas sur cette scène, alors 27 ans de vie dans l'obscurité n'auront rien signifié. Jericho la regarda profondément dans ses yeux et vit quelque chose changer là. Ce n'était pas la fille timide qu'il avait rencontrée il y a 6 mois, celle forcée au mariage. C'était une femme qui se relevait, qui reprenait sa vie en main, qui refusait d'être vaincue. « Ta main, dit-il, sa voix pleine d'inquiétude. « Elle est toujours là, répondit Pearl, regardant ses bandages. « J'ai toujours 10 doigts. Je vais jouer même si ça fait mal. Même si ce n'est pas parfait, je vais jouer. » Jericho resta silencieux un long moment. Puis il se leva lentement et douloureusement à cause de ses genoux, mais avec une résolution absolue. Il prit sa canne, la regarda avec des yeux gris brûlants d'éclat et dit « Alors joue. Je serai au premier rang. » 15 minutes plus tard, Pearl monta sur scène. Le projecteur se déversa sur elle, si aveuglant que pendant les premières secondes, elle ne voyait presque rien. Puis ses yeux s'habituèrent et elle les vit. Le jury était assis dans les rangées du centre de l'auditorium. 5 juges en tenue de soirée, leurs expressions sérieuses et impossibles à lire. Derrière eux étaient assis des dizaines d'autres personnes, probablement des journalistes, des critiques et des gens du monde de la musique venus assister à l'audition. Et au tout premier rang, juste en dessous de la scène, Jericho était là.
Quand elle est sortie, il s'est levé, s'appuyant sur sa canne. Un acte silencieux d'encouragement. Il se tenait là malgré la douleur, malgré l'effort, juste pour qu'elle sache qu'il était là, qu'il croyait en elle. Un murmure se répandit dans la salle quand les gens remarquèrent les bandages sur la main de Pearl. Elle entendit les traînées grises de surprise, le rouge pâle de la curiosité, et peut-être même des traces noires de doute. Une pianiste avec une main bandée. Est-elle folle? Pearl s'en fichait. Elle se dirigea vers le piano à queue noire au centre de la scène et s'assit sur le banc, ajustant sa position. Elle baissa les yeux sur les touches, noires et blanches côte à côte, comme le jour et la nuit, comme la douleur et l'espoir, comme tout ce qu'elle avait vécu en 27 ans. Elle prit une profonde inspiration. Puis elle posa ses mains sur les touches et commença à jouer. Les premières notes tremblèrent. Sa main droite lui faisait si mal qu'elle voulait pleurer. Chaque pression d'une touche envoyait du feu à travers sa peau. Elle manqua une note, puis deux. Le rythme faiblit, plus lent et moins stable que d'habitude. Mais elle continua. Elle pensa à son père, à ses 10 années passées à enregistrer secrètement sa musique. Elle pensa à Madame Lorraine, qui avait cru en son talent avant tout le monde. Elle pensa à Jericho, l'homme debout au premier rang, l'homme qui l'avait aimée quand elle n'était rien du tout. Et la musique commença à couler. Pas parfaitement. Il y eut des faux pas. Il y eut des fausses notes. Il y eut des moments d'hésitation quand la douleur devenait trop forte. Mais ce n'était pas une performance sur la technique. C'était une âme qui chantait. Chaque note portait 27 ans d'enfermement dans l'obscurité. Chaque mélodie racontait l'histoire d'une fille qualifiée de grosse, laide, inutile, qui n'avait pourtant jamais cessé de rêver. Chaque accord était le cri d'un cœur qui avait été écrasé mais qui refusait de cesser de battre. Pearl joua le morceau qu'elle avait composé elle-même. Un morceau sur les couleurs du son, sur le noir des mensonges et le turquoise de la vérité, sur le gris boueux du désespoir et l'or miel de l'amour. Elle joua avec tout ce qu'elle avait, avec douleur et joie, avec larmes et sourires, avec toute son âme. Quand la note finale résonna et se dissipa lentement dans l'air, Pearl resta assise là. Sa main tremblait si fort de douleur qu'elle ne pouvait plus la contrôler. Elle n'osa pas lever les yeux. Elle avait peur de voir la déception sur les visages des juges. Elle avait peur que tout ce qu'elle avait fait ne soit toujours pas suffisant. Silence. Le silence s'étira si longtemps que Pearl pensa que son cœur pourrait s'arrêter de battre. Puis les applaudissements éclatèrent. Une personne, deux, trois, puis toute la salle se leva. Des applaudissements tonitruants déferlèrent sur elle comme la pluie, comme si le monde entier lui disait qu'elle avait réussi. Pearl leva les yeux, les larmes brouillant sa vision. Elle vit les juges debout et applaudissant. L'une d'elles, une femme plus âgée aux cheveux argentés, essuyait des larmes de son visage. Elle vit Madame Lorraine debout dans les coulisses, pleurant silencieusement, ses épaules secouées. Et elle vit Jericho debout au premier rang, applaudissant avec des yeux gris brillants de fierté. Le juge en chef, un homme grand et mince en costume gris, monta sur scène. Il se tint devant Pearl, son visage toujours sérieux, mais ses yeux chaleureux. Mademoiselle Pearl, dit-il, sa voix portant à travers la salle silencieuse. Ce n'était pas l'audition la plus parfaite que j'ai jamais entendue. Pearl sentit son cœur se serrer. Elle se prépara au rejet. Mais c'était la plus belle, continua-t-il, un sourire apparaissant lentement sur ses lèvres. Je suis assis à ce siège depuis 30 ans. J'ai entendu des milliers d'artistes, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un jouer avec son âme comme vous venez de le faire. Carnegie Hall sera honoré de vous avoir. Pearl pleura. Elle ne pouvait pas s'arrêter et ne le voulait pas. Les larmes coulaient comme la pluie, comme si toutes les années de répression avaient finalement été libérées. Des pas lents résonnèrent sur la scène. Pearl leva les yeux et vit Jericho marcher vers elle. Il avait abandonné sa canne, faisant chaque pas lentement et douloureusement, mais avec détermination. Il vint à elle, s'agenouilla et la prit dans ses bras. Devant tout le monde, devant les juges, devant toute la salle, il la serra et lui murmura à l'oreille. « Tu l'as fait. Je suis fier de toi. » Pearl le serra en retour, pleurant contre son épaule, et à ce moment-là, elle n'était plus la fille lourde abandonnée par sa mère. Elle n'était plus la remplaçante. Elle était Pearl Crane, la pianiste qui allait se produire à Carnegie Hall. Et elle était aimée. Le vol de New York à Las Vegas dura 5 heures. Mais pour Pearl, c'était comme si elle n'avait fait qu'un somme. Elle dormit pendant le voyage, la tête reposant sur l'épaule de Jericho,
sa main bandée posée légèrement sur ses genoux. La douleur était toujours là, couvant sous les analgésiques. Mais cela n'avait plus d'importance. Elle l'avait fait. Carnegie Hall l'avait accepté. Au moment où ils arrivèrent au domaine Crane, la nuit était déjà tombée. Knox ouvrit la portière de la voiture, son visage plus sérieux que d'habitude. Il rapporta que des invités attendaient dans le salon. Pearl entra dans le grand hall, fatiguée mais heureuse, et se figea sur place. Père, Gerald Whitmore, se tenait au milieu de la pièce, le dos droit d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Il semblait plus mince que la dernière fois qu'elle l'avait vu en vidéo. Des ombres profondes reposaient sous les yeux gris-bleus qui correspondaient aux siens. Mais quelque chose en lui avait changé. La faiblesse qu'elle voyait autrefois avait disparu. Elle était remplacée par la résolution d'un homme qui avait pris la décision la plus importante de sa vie. « Père !» Pearl courut vers lui et lui jeta les bras autour du cou, oubliant sa main bandée, oubliant la douleur. Elle le serra pour la première fois en 6 mois, et les larmes coulèrent à nouveau, même si elle pensait s'être vidée de ses larmes à New York. « Tu as dit que tu viendrais, murmura-t-elle. Gerald serra sa fille fort. « Je tiens de ma parole, ma fille. Je suis désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. » Jericho se tenait derrière eux, s'appuyant sur sa canne, regardant la réunion en silence. Quand Pearl se recula de l'étreinte de son père, il s'avança et fit un petit signe de tête en guise de salutation. « Monsieur Whitmore, merci d'être venu. » Gerald regarda Jericho. Il regarda la façon dont il se tenait droit, même s'il était clairement dans la douleur. Il regarda la façon dont il regardait Pearl avec des yeux pleins d'amour. « Non, » répondit Gerald, sa voix basse et stable. « Merci de prendre soin de ma fille. J'ai entendu parler de New York, de l'audition, de ce que Constance et Jasmine ont fait. » Knox entra dans la pièce, sa voix coupant le moment. « Monsieur, elles ont été ramenées de New York. Elles sont dans le hall est sous surveillance. » Jericho hocha la tête et son visage devint froid comme la pierre. « Faites-les entrer. » Quelques minutes plus tard, Constance et Jasmine furent escortées dans le salon par la sécurité. Elles n'avaient plus l'air fières comme avant. Les cheveux de Jasmine étaient lâches et en désordre. Sa robe coûteuse était froissée par le long vol. Constance essayait toujours de garder son sang-froid, mais la panique se lisait clairement dans ses yeux quand elle vit Gerald se tenir là. « Gerald, » dit-elle, stupéfaite, « comment oses-tu » Gerald ne dit rien. Il se tenait simplement là, à côté de sa fille, le dos droit, le visage illisible. Knox s'avança, posa un ordinateur portable sur la table et lança la vidéo. Les images de sécurité des coulisses du théâtre de New York remplirent l'écran. On y voyait clairement Jasmine en uniforme de serveuse, trébuchant délibérément et renversant la théière d'eau bouillante sur la main de Pearl. Venaient ensuite des captures d'écran de messages entre Constance et Jasmine, planifiant chaque détail de la façon de saboter l'audition. Constance refusait toujours de céder. « C'était un accident, » dit-elle, sa voix stridente. « Vous n'avez aucune preuve. Vous inventez tout ça. »« Nous avons la vidéo, » répondit froidement Jericho. « Nous avons des témoins. Nous avons les messages. Et nous avons aussi une déclaration de la sécurité du théâtre confirmant que Mademoiselle Jasmine s'est introduite dans les coulisses en utilisant une fausse accréditation. » Constance devint pâle. Elle se tourna vers Pearl et toute la peur en elle se transforma soudain en fureur. « Toi, » hurla-t-elle, son visage se tordant de rage. « Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'une fille grosse et inutile. Tu es la honte de cette famille. Tu as trompé tout le monde, mais je sais ce que tu es. Tu n'es rien. » « Ça suffit, Constance. » Gerald s'avança et se plaça entre Constance et Pearl. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonna clairement dans la pièce silencieuse, portant le poids de 27 ans de silence qui s'était enfin brisé. Constance se figea, ses yeux s'écarquillant de choc. Gerald n'avait jamais osé se dresser contre elle. En 27 ans de mariage, il avait toujours baissé la tête, toujours gardé le silence, toujours la laissé faire à sa guise. « 27 ans, » dit Gerald, chaque mot coupant comme une lame. « 27 ans que je te regarde traiter ma fille comme une ordure. Je suis resté silencieux parce que j'étais un lâche. J'avais peur de toi. J'avais peur de perdre la maison, de perdre mon travail, de tout perdre. Mais aujourd'hui, j'arrête. » Il regarda droit dans les yeux de Constance, et pour la première fois, c'est elle qui dut reculer. « Pearl n'est pas grosse. Pearl n'est pas laide. Pearl n'est pas inutile, » continua Gerald,
sa voix tremblant légèrement d'émotion, mais ne portant aucune faiblesse. Pearl est la fille la plus merveilleuse dont un père puisse rêver. Elle a un don que tu n'as même jamais pris la peine de voir. Elle a un cœur que tu ne mérites pas d'être aimé par. Et j'ai honte de ne pas l'avoir protégée plus tôt. Pearl se tenait à côté de son père, les larmes coulant sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de guérison. Des larmes de 27 ans d'attente enfin récompensées. Elle s'avança et se tint devant Constance, sa voix calme comme la surface d'un lac d'automne. « Je vois les couleurs de la vérité, mère, dit-elle, et ta couleur a toujours été noire. Noire comme un puits sans fond, noire comme une nuit sans lune. Je l'ai entendue pendant 27 ans. Je pensais que c'était la seule couleur qui m'était destinée dans ce monde. » Elle fit une pause, regardant droit dans les yeux de la femme qui lui avait donné naissance puis l'avait maudite pendant 27 ans. Mais j'avais tort. Il y a tellement de belles couleurs dans ce monde. Le turquoise de l'amour, l'or miel de la vérité, l'argent de l'espoir. Tu ne m'as simplement jamais laissé les voir. Tu voulais seulement que je vive dans ton obscurité. Je ne suis pas brisé, dit Pearl, chaque mot comme une déclaration. Je ne l'ai jamais été. Je suis seulement différente, et être différent ne veut pas dire avoir tort. Constance se tenait là, pâle et sans voix. Pour la première fois de sa vie, elle avait été vaincue par la fille même qu'elle avait toujours méprisée. Jericho s'avança, sa voix froide comme la glace de l'hiver. « Madame Whitmore, Mademoiselle Jasmine, vous quitterez Las Vegas dans les 48 heures. » Il les regarda avec des yeux gris vides de pitié. « J'utiliserai toute mon influence pour m'en assurer. Personne ne vous embauchera. Personne ne fera affaire avec vous. Personne ne vous saluera. Vous deviendrez toutes les deux invisibles dans le monde de la haute société auquel vous apparteniez autrefois. Vous avez essayé de détruire ma femme. Maintenant, vous allez vous détruire vous-même. » Constance et Jasmine furent escortées par la sécurité. Leurs visages étaient vidés de toute couleur. Pas une trace d'arrogance ne restait en elles. Quand la porte se referma derrière elle, Jericho se tourna vers Knox. « Faites venir ma mère ici. » Knox hocha la tête et quitta la pièce. 10 minutes plus tard, Eleanor Crane entra dans le salon, le dos droit, le visage sans expression, comme si elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mais Pearl vit le gris acier autour de sa voix changer, comme si elle essayait de cacher quelque chose. « Mère, » dit Jericho, sa voix encore plus froide qu'elle ne l'avait été avec Constance. « Je sais pour la bombe. Je sais que tu es restée silencieuse. » Eleanor se tint droite et ne nia pas. « Je pensais que Bradley dirigerait mieux. Tu étais faible après l'accident. J'ai seulement fait ce qui était le mieux pour la famille Crane. »« Tu as laissé des gens essayer de me tuer, » dit Jericho, chaque mot comme une balle. « Je n'ai pas donné l'ordre, » répondit Eleanor. « Mais tu savais, dit-il, et tu ne l'as pas arrêté. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Pearl se tenait à côté de Jericho, sentant la douleur qu'il retenait. Être trahi par sa propre mère, être abandonné au moment où il avait le plus besoin d'elle. C'était une blessure plus profonde que n'importe quelle balle. « Tu quitteras ce domaine, » dit Jericho, sa voix dure comme l'acier. « Tu vivras dans la maison en périphérie, confortablement mais loin. Tu n'auras plus aucune autorité dans Crane Holdings. Bradley sera traité séparément. » Il fit une pause, regardant droit dans les yeux de sa mère. « Et quand j'aurai des enfants, tu ne les rencontreras jamais. » Eleanor devint pâle. C'était la punition la plus sévère qu'il aurait pu lui infliger. Plus dure encore que de perdre de l'argent ou du pouvoir. Être coupé de l'avenir de la famille, être privé du droit d'être une grand-mère, être exclu de la vie de petits-enfants qu'elle ne tiendrait jamais. Elle resta là un long moment, le visage blanc, puis se tourna et sortit sans un mot de plus. Quand la porte se ferma, Jericho laissa échapper un long souffle, comme si un fardeau pesant 1000 livres avait enfin été levé de ses épaules. Pearl alla vers lui et lui prit la main. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle. Jericho la regarda et pour la première fois depuis le début de la confrontation, il sourit. « Oui, dit-il, maintenant ça va. » Justice avait été rendue, pas avec des armes, pas avec de la violence, mais avec la vérité. Et c'était la plus douce des victoires. 2 mois après le jour où justice fut enfin rendue, Pearl se tenait derrière le rideau de Carnegie Hall, son cœur battant comme des tambours de guerre. 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour où elle était entrée dans le domaine Crane comme une marchandise de remplacement.
Et maintenant, elle se tenait à l'intérieur du temple sacré de la musique que chaque pianiste rêvait d'atteindre un jour. 3000 personnes étaient assises là, l'attendant. Nina Santos ajusta l'élégante robe noire de Pearl, ses mains tremblant d'émotion. « Es-tu prête? » demanda-t-elle. Pearl baissa les yeux sur sa main droite. La cicatrice de la brûlure était toujours là, rose pâle sur sa peau claire. Mais elle ne la cachait pas. Elle n'avait pas besoin de la cacher. Cette cicatrice était la preuve de sa résilience, la preuve qu'elle avait survécu à tout ce que la vie lui avait jeté. « Je suis prête, » répondit-elle. Les lumières de la scène s'allumèrent. Pearl sortit, vêtue d'une élégance noire, ses cheveux relevés, son dos droit comme une reine entrant dans son propre royaume. Le piano à queue noire brillant l'attendait au centre de la scène, sous l'éclat du projecteur. 3000 personnes se turent. Elle pouvait entendre son propre rythme cardiaque, pouvait sentir l'attente suspendue dans l'air, mais elle n'avait pas peur. Elle baissa les yeux vers le premier rang et les vit. Gerald, son père, pleurait déjà, même si elle n'avait pas encore joué une seule note. Nina et Knox étaient assis l'un à côté de l'autre, leurs visages rayonnants de fierté. Et Jericho. Jericho était debout. Pas assis dans un fauteuil roulant, pas appuyé sur une canne. Il se tenait sur ses deux jambes pour la première fois, sans aucun soutien. 2 ans de physiothérapie, 2 ans de refus d'abandonner, et aujourd'hui, il se tenait droit pour elle. Pearl s'assit au piano et posa ses mains sur les touches. Elle prit une profonde inspiration et commença à jouer. Le morceau qu'elle avait composé elle-même, Couleur de la vérité, se déversa dans la salle. C'était un morceau sur sa vie, sur 27 ans dans l'obscurité, sur le noir des mensonges que sa mère avait plantés au plus profond de son âme. Mais c'était aussi sur le turquoise de l'amour véritable, sur l'or miel de la sincérité, sur l'argent de l'espoir étoilé qu'elle avait trouvé quand elle pensait avoir tout perdu. Aux yeux de Pearl, la salle se remplit de couleurs. Chaque note devint une traînée de lumière se déplaçant dans l'air. Turquoise et or miel et argent étoilé s'entrelaçant comme une peinture vivante. Elle joua avec toute son âme, avec tout ce qu'elle avait vécu, avec douleur et joie, avec larmes et sourires, avec l'amour qu'elle avait reçu des personnes qui méritaient vraiment de le donner. Quand la note finale résonna et s'estompa dans le silence couvrit la salle. 1 seconde, 2 secondes, puis 3000 personnes se levèrent comme une seule vague. Les applaudissements éclatèrent comme le tonnerre, comme la pluie d'été, comme le monde entier se levant pour la célébrer. Pearl resta assise là, les larmes coulant sur son visage, et regarda vers le premier rang. Et elle vit Jericho marcher vers la scène. Il se déplaçait lentement, un pas à la fois. Mais il ne tremblait pas, et il n'était pas sur le point de tomber. Il marchait sur ses propres jambes, traversant le premier rang, montant les marches de la scène, venant à elle. « Tu as marché sans canne », murmura Pearl quand il s'arrêta devant elle, son souffle un peu instable à cause de l'effort, mais ses yeux gris brillants d'éclat. « Aujourd'hui, tu as marché sans elle », répondit Jericho. « Je voulais me tenir droit en venant à toi. » Ils se prirent dans les bras devant 3000 personnes, sous les lumières de la scène, devant le monde entier qui les entourait. Les applaudissements continuèrent encore et encore, mais Pearl n'entendit rien d'autre que le battement de son cœur contre son oreille. Plus tard, en coulisses, quand Pearl put enfin respirer et laisser ses émotions se calmer, Jericho lui prit la main et demanda de cette voix chaude qu'elle connaissait si bien, « De quelle couleur est ma voix maintenant? » Pearl le regarda et elle le vit plus clairement que jamais. « Or miel », répondit-elle, un sourire soulevant ses lèvres plus profondément que jamais. « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Ça veut dire que tu es amoureux, vraiment amoureux. » Jericho sourit et baissa la tête pour lui embrasser le front. « Je t'ai toujours aimé. »« Je sais, » répondit Pearl. « Je pouvais l'entendre. » Quelques mois plus tard, leur vie avait complètement changé. Gerald Jr., le premier fils de Pearl et Jericho, naquit un matin de printemps. Il avait les yeux gris de son père et les boucles brunes douces de sa mère. Et chaque fois qu'il pleurait, Pearl n'avait qu'à s'asseoir au piano et jouer pour lui, et il se taisait aussitôt. Ses yeux gris s'ouvrant grands pour regarder sa mère, comme s'il pouvait lui aussi voir les couleurs du son. Gerald, le grand-père du bébé, vivait maintenant avec la famille dans leur nouveau penthouse à Las Vegas. Il avait ouvert l'Académie de musique Whitmore, une école de musique pour enfants pauvres, entièrement gratuite, financée en totalité par Jericho.
Chaque jour, il enseignait aux enfants défavorisés comment jouer, comment trouver la joie dans la musique, comment croire qu'ils étaient dignes d'amour. Jericho avait complètement changé sa vie. Il se retira de toutes les opérations illégales et transformait Crane Holdings en un empire commercial entièrement légitime. Quand Pearl lui demanda pourquoi, il regarda seulement leur fils dormant dans son berceau et dit qu'il ne voulait pas que Gerald Jr. grandisse dans un monde où son père pourrait être ciblé à tout moment. Il voulait que son fils ait un père qui vive assez longtemps pour vieillir, pas un père gisant dans un cercueil avant même que le garçon n'apprenne à marcher. Et Constance et Jasmine, elles vivaient dans un petit appartement en périphérie, complètement coupées du monde de la haute société auquel elles appartenaient autrefois. Personne ne les embauchait. Personne ne faisait d'affaires avec elles. Personne ne les saluait dans la rue. Elles vivaient d'une allocation, comptant chaque pièce. Et chaque fois que Constance allumait la télévision, elle voyait le visage de Pearl apparaître. La fille qu'elle avait autrefois qualifiée de choses lourdes et inutiles, se produisant maintenant devant des milliers de personnes, aimée et admirée dans le monde entier. Eleanor Crane vivait dans une villa lointaine à l'extérieur de Las Vegas. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Le confort et tout le luxe matériel, mais la solitude s'installait dans ses eaux. Elle avait un petit-fils, mais elle n'était pas autorisée à le voir. Elle voyait des photos de Gerald Jr. dans les journaux et les pages mondaines, mais elle ne pouvait jamais le tenir dans ses bras. C'était la punition la plus sévère possible pour la femme qui avait autrefois été prête à laisser son propre fils mourir. Tard un soir, alors que Gerald Jr. dormait profondément et que grand-père Gerald était allé dans sa chambre, Pearl était assise au piano dans leur salle de musique, jouant une douce mélodie. Jericho entra sans canne car aujourd'hui était l'un des bons jours et s'assit à côté d'elle sur le banc du piano. Ils restèrent assis là, les épaules se touchant, sans rien dire. Il n'y avait que la musique, que la paix, que l'amour. Dans un monde plein de mensonges, Pearl était celle qui pouvait entendre la vérité. Elle avait autrefois pensé que le noir était la seule couleur qui lui était destinée. La couleur des insultes, la couleur de l'abandon, la couleur d'une vie dont personne ne voulait. Mais elle avait eu tort, il y avait tellement de belles couleurs dans ce monde. L'or miel de l'amour sincère, le turquoise de la vérité, le scintillement argenté de l'espoir. Et la plus belle vérité que Pearl ait jamais entendue était le son d'un « je t'aime » de l'homme que le monde entier avait abandonné. L'homme qui s'était levé de son fauteuil roulant pour elle. L'homme qui lui avait appris qu'être différent ne signifiait pas être moins. Cela signifiait être extraordinaire. Fin. Merci à tous d'avoir suivi l'histoire de Pearl et Jericho du début à la fin. Nous aimerions vraiment savoir ce que cette histoire vous a fait ressentir. Quel personnage vous a le plus ému? Quel moment vous a fait pleurer? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons lire ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo. Ainsi, nous pourrons vous proposer encore plus d'histoires émouvantes chaque jour. Nous souhaitons à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Merci beaucoup à tous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.